Alors, notre première table ronde. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous aurons deux angles d'échange complètement différents. Une première table ronde qui est vraiment tournée vers plutôt l'instruction et la recherche, donc avoir quelque chose de plus macro, mais pour pouvoir reposer le cadre collectivement et que vous puissiez poser vos questions sur justement les états d'avancement, les prises en compte, que ce soit tant au niveau évaluation, instruction qu'au niveau recherche actuellement en Occitanie. Donc je vais appeler à mes côtés sur cette table ronde Raphaël Forget. Donc vous êtes chargé de mission d'évaluation environnementale au Bureau de l'accompagnement et de l'expertise au CGDD. Pour ceux qui ne savent pas, le Commissariat général au développement durable. On vous remercie, je vous laisse aller vous installer. Vous avez le choix, canapé, fauteuil. Jean-Marie Lafont, qui est chef de division à la DREAL Occitanie. Ensuite, et le petit dernier, notre milieu marin qui est parmi nous, donc Sylvain Pioche, qui est maître de conférence à l'université Paul Valéry, qui est docteur en géographie et aménagement de l'espace, notamment auprès du labo LAGAM. Je vous remercie tous les trois de nous avoir rejoints pour cette première table ronde de cette reprise CRERCO. Donc l'exercice n'est jamais vraiment facile de démarrer. Et c'est vous, Raphaël, qui tombez sur le démarrage des échanges avec moi. Donc nous, ce qu'on avait envie d'échanger avec vous quand on a préparé ça, c'est rappeler votre rôle, puisque effectivement, vous vous imbriquez tous les uns dans les autres, si je puis dire. Peut-être parfois ça semble pas clair alors que c'est quand même très organisé. Donc si vous pouvez revenir un petit peu sur le rôle du CGDD puis vos missions actuelles sur cette séquence ERC. Bonjour à toutes et à tous. Nous on est acteurs de l'ERC sur deux volets. Tout d'abord, donc on est dans le cadre de l'évaluation environnementale. L'ERC est un grand pilier de l'évaluation environnementale, donc on aborde l'ERC au travers de ce spectre. Et donc notre bureau d'abord est une des autorités environnementales qui existent. Donc on est instructeur, on manipule l'ERC et on est aussi surtout un bureau d'administration centrale, c'est-à-dire qu'on pilote la politique publique de l'évaluation environnementale, donc de l'ERC. Et on fait aussi donc de l'animation des services en région et on développe des doctrines nationales et des outils. Okay. Donc du coup, on disait qu'effectivement ça a quelques années maintenant, une dizaine d'années, et la loi Biodive il y a 7 ans. Quels sont pour vous justement les grands progrès, les grandes avancées, les choses un peu remarquables que vous souhaitez participer avec nous sur les actions que vous avez pu mener au sein de vos services ? Alors je vais essayer de m'intégrer dans le bilan qui était donné, qui était un bilan quand même assez négatif, de dire que l'ERC ça fonctionne pas aujourd'hui. Donc on va parler des différentes actions qu'on a mis en œuvre pour dire comment on est passé d'une ERC qui marche pas, peut-être que l'ERC marche mieux. Donc après les doctrines établies en 2010, il a d'abord fallu caractériser les différents types de mesures qui existaient. Donc on a produit un guide qui est un guide d'aide à la définition des mesures ERC, qui était à destination à la fois des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, mais donc aussi des services instructeurs qui permettaient donc de comparer les différentes mesures, dire qu'est-ce qui fait partie vraiment de l'évitement, de la réduction, de la compensation. Et ensuite, ça a été fait en parallèle avec donc un outil qui est toujours en développement pour amélioration, qui est l'outil de géolocalisation des mesures compensatoires, GOMCE. Et donc ça, c'était cette première étape déjà de caractériser quelles étaient les mesures ERC en pratique, en critères quand on met en opération. Et ensuite, on a donc développé des méthodes précises pour préciser tous les principes qui étaient énoncés dans les lignes directrices, dans la loi biodiversité, donc notamment sur comment atteindre le gain écologique, qui est donc dans le L163-1. On a développé le guide de l'approche standardisée de la compensation, qui avait pour objectif d'harmoniser toutes les pratiques. Donc pareil, à destination des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, mais aussi des services instructeurs pour évaluer les différentes méthodes qui sont proposées et donc déterminer dans quel cas on a encore des impacts significatifs ou non. Donc on a beaucoup travaillé effectivement sur la compensation pendant ces différentes années. Et on a voulu ensuite, puisqu'on nous demandait aussi de travailler sur l'évitement, puisque c'est tout de même la première étape de la séquence ERC, plus difficile de travailler sur l'évitement, là où sur la compensation, on a des méthodes assez strictes. L'évitement, on a essayé de produire un guide plus à destination des maîtres d'ouvrage qui énonce donc des méthodes
des outils qui permettent d'élaborer un projet en mettant en place donc, les différents types d'évitements géographiques, l'évitement d'opportunités. Et donc ça a été assez long de produire différents outils, méthodes. Et aujourd'hui, donc, on est un peu une phase de bilan. On a réalisé une grande phase d'entretien où on a essayé d'établir où étaient les trous dans la raquette récemment. Le dernier outil qui a été produit dans notre bureau, de façon coercitive avec le reste du ministère, parce que le bureau de l'évaluation environnementale, je ne l'ai pas dit, travaille énormément avec la direction de l'eau et de la biodiversité, la DEB, qui est aussi souvent en avant sur les questions de l'ERC. Donc en fonction des périodes, c'est plutôt une direction et une autre qui est en avant, mais on travaille toujours ensemble. Donc on a travaillé avec la DEB sur les sites naturels de compensation. Donc pour répondre à certains nouveaux enjeux qui sont apparus, il y a un dernier guide qui a été produit, le guide des sites naturels de compensation, qui reprend principalement tout ce qu'on avait dit auparavant. Voilà toutes les actions qu'on a mis en œuvre pour arriver au bilan qui a été fait, sur lequel on s'aligne. Et du coup, plutôt sur les suites, les travaux qui arrivent, et notamment la diffusion de l'ensemble de ces productions et les nouveautés. On est vraiment en effet sur cette phase maintenant de diffusion, car on a mis beaucoup de temps à produire toutes ces méthodes. Maintenant, il faut les diffuser. Il y a encore un énorme travail de formation. Donc dans cette phase de bilan dont je parlais, une chose vraiment, une première action qu'on veut mettre, c'est faire fonctionner l'existant. Car comme on l'a dit, les mesures de compensation ne fonctionnent pas bien, on veut qu'elles fonctionnent mieux. On a des outils qui devraient bien fonctionner. Et donc du coup, on doit former à ces méthodes. On doit aussi, il y a un gros sujet sur les arrêtés de prescription. On veut vraiment aller essayer qu'on ait des meilleures prescriptions sur les mesures ERC qui sont prises. Et enfin, il faut faire de la sensibilisation auprès des autorités décisionnaires, car on a encore beaucoup de projets qui sont autorisés, alors qu'en effet, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est surtout le volet formation. Ensuite, pour faire fonctionner l'ERC, donc on a dit que c'était utopique de le faire fonctionner à l'échelle des projets. On arrive quand même à avoir des bons retours sur certaines des mesures compensatoires. Il faut encore améliorer l'instruction, GOMCE, mais on a des perspectives. Là, on a beaucoup moins de perspectives, c'est sur l'ERC à l'échelle de la planification. Donc là, on a beaucoup à faire. On a des pistes. Le SNC est venu répondre à certains enjeux, déjà essayer d'anticiper, puisque, donc, comme vous le savez peut-être, normalement, lorsqu'il y a un impact, la mesure compensatoire doit déjà être mise en œuvre. Le gain doit être au même moment. Ce n'est pas le cas. On a des pertes en termes de temporalité. Donc le SNC permettait déjà d'anticiper les impacts. Et ensuite, on a l'objectif de mutualiser différentes compensations, essayer de mutualiser aussi avec des actions de renaturation. Et donc le SNC avait cet objectif, mais le SNC ne fonctionne pas aujourd'hui. On n'en a qu'un. On a une procédure d'agrément qui est beaucoup trop lourde. Donc les objectifs là prochainement, c'est d'essayer d'améliorer cette phase d'agrément, le rendre plus facile d'accès, sans non plus renier tout ce qui est en termes d'exigence qu'on a sur le SNC. On veut vraiment avoir de la mutualisation entre la renaturation et les sites de compensation. Et une autre chose, c'est que le SNC aujourd'hui a un modèle économique qui ne fonctionne pas. On a un marché qui n'arrive pas à capter. Il n'y a pas d'obligation pour les porteurs de projets d'aller vers un SNC, forcément au niveau de l'étape de la compensation. Donc il y a eu, avec la dernière loi climat résilience, l'introduction d'une zone préférentielle de renaturation qui peut être inscrite dans les documents d'urbanisme. Et c'est peut-être enfin là l'étape où on va réussir à traduire les engagements qu'il y avait dans l'évaluation environnementale et documents d'urbanisme dans les documents d'urbanisme. Alors il y a encore des choses à régler, notamment la question de l'additionnalité administrative. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur à quoi peut participer une mesure de compensation vis-à-vis des actions qui peuvent être prises par les collectivités aussi sur leur territoire. Merci beaucoup. Et bien, on va faire compléter ça par Monsieur Lafont. Donc vous avez ce rôle justement, on va dire plus d'opérateur et d'évaluateur sur le terrain. Est-ce que vous pouvez vous aussi nous présenter un peu
voilà, plus clairement peut-être le rôle du MRAE et comment justement vous vous articulez ensemble. Oui, donc bonjour. Donc oui, vous présentez, alors on a un peu évoqué les autorités environnementales, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, on parle effectivement, enfin je représente, on va dire, la mission régionale d'autorité environnementale. Des MRAE, il y en a une par région. Et puis des autorités environnementales, au-delà des MRAE, effectivement, il y a le CGDD, qui est autorité environnementale pour un certain nombre de dossiers de niveau national. Je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est assez compliqué. Et il y a également l'IGEDD, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui est également... autorité environnementale, pareil pour les dossiers plutôt d'ordre nationaux, les projets d'autoroute, etc., etc. Ou les schémas d'ordre nationaux. Alors, la MRAE, son travail, effectivement, c'est l'évaluation au sens où on est en charge de donner des avis sur les projets. Alors, on a beaucoup parlé de projets jusqu'à maintenant, mais également, il ne faut pas l'oublier, sur les plans programmes, sur les schémas, sur un certain nombre de dispositifs qui cherchent à effectivement planifier la gestion de l'espace, l'aménagement. Et notre rôle, c'est effectivement régulièrement, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont dans les textes, de donner des avis sur les dossiers, sur les études d'impact, pour ce qui concerne les projets, et puis sur l'équivalent pour les plans programmes. Donc les avis ne s'imposent pas, ce sont des avis simples. On n'est pas force de loi ou force de texte. Par contre, on est une autorité indépendante, c'est-à-dire qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut, dans un cadre, on va dire, raisonnable. Mais ça nous permet de donner un regard complémentaire à des avis qui peuvent être émis par différents services. Et on s'inscrit évidemment dans un schéma très collégial, au sens où nos avis, on ne les produit pas comme ça, ex nihilo. On s'appuie énormément sur les services, dont certains sont présents ici, ou des partenaires divers, type beaucoup les DDT, la Direction départementale des territoires, les agences régionales de santé aussi. Parce que je ne l'ai pas dit, notre regard porte sur l'environnement, la biodiversité. L'environnement, c'est plus large que la biodiversité, mais également sur la santé humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On regarde aussi tout ce qui concerne les nuisances sonores, pollution de l'air, etc. Donc les ARS, pour ça, c'est quand même des partenaires précieux. On s'appuie beaucoup sur l'OFB, on s'appuie sur les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, etc., les conservatoires botanique. Donc voilà. Donc la MRAE est une instance donc indépendante, j'insiste là-dessus. Moi, je travaille à l'Adréal. Mon autorité hiérarchique, c'est Mathieu Grégory, pour ne pas le nommer, au sein de l'Adréal. Mais j'ai une autorité fonctionnelle qui est donc la MRAE, présidée par... donc c'est une instance d'une dizaine de personnes, présidée par Annie Vieux, qui est une fonctionnaire... qui a été détaché, on va dire, pour travailler sur cette mission. On est donc en charge de rédiger à l'Adréal, dans une petite équipe d'une vingtaine d'agents à l'échelle Toulouse-Montpellier. Il y a deux implantations. On est en charge, on tient la plume, en gros, on tient le clavier pour la rédaction des avis. Et ensuite, c'est endossé, validé, on va dire, débattu par cette mission régionale, qui est donc une dizaine de membres, qui sont composés pour moitié de, on va dire, hauts fonctionnaires de l'IGEDD que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis pour l'autre moitié, on est plutôt sur des personnes qualifiées, sur des spécialités diverses ou variées. On a par exemple un climatologue de Météo France qui, sur les sujets actuels du changement climatique, est très précieux. Malheureusement, il part et d'ailleurs on cherche quelqu'un. Donc j'en profite pour faire mon marché. Si vous entendez parler de personnes intéressées pour être membre associé à la MRAE dans le domaine climat, risque, voire même biodiversité, ça peut être intéressant. Venez me voir à la fin. Voilà, on a une certaine diversité de profils au sein de ces membres. Bon, 10 personnes, c'est pas énorme au total, mais ils sont là pour assurer une collégialité de validation de nos productions. Je ne l'ai pas dit, nos productions sont mises en ligne dès qu'elles sont terminées, validées. Elles font partie des dossiers d'enquête publique, c'est important, ce qui fait qu'on a quand même une vocation à être très pédagogique auprès du grand public. On pense qu'on va avoir un lectorat très large, le plus large possible, notamment les gens qui s'intéressent aux enquêtes publiques et qui doivent, grâce à nos productions, à nos avis, avoir un résumé, un digest, je dirais, du dossier qui peut être très très lourd. Pour certains projets, une étude d'impact pour un parc éolien ou un parc photovoltaïque, c'est plusieurs centaines de pages. Et donc notre avis permet d'avoir un résumé en une dizaine de pages, à la fois du projet, des enjeux, et puis d'un certain nombre de recommandations que fait la MRAE aux porteurs de projets pour améliorer le projet, et donc la séquence ERC évidemment.
Oui, moi, justement, je me posais la question en vous écoutant. Et vous êtes du coup différents corps de métiers, de spécialités. Et la part de la séquence ERC dans vos avis, aujourd'hui, elle a quelle place en fait Elle fonde, elle sous-tend, c'est le squelette, on va dire, de nos avis. Hein. Il y a deux parties, je dirais, dans ce qu'on dit. C'est est-ce que l'étude d'impact, je vais dire étude d'impact, mais ça vaut aussi pour les plans programmes, est de bonne qualité? Est-ce qu'elle est compréhensible pour le public? Est-ce qu'il n'y a pas des choses trop fausses ou des oublis, etc. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, on rentre dans le dur de comment l'environnement est pris en compte et comment est appliquée la séquence ERC dans les dossiers. Et évidemment, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ce qu'on recommande à chaque fois, c'est de mieux justifier le fait qu'on n'ait pas pu faire de l'évitement plus que ce qui n'est présenté dans le dossier. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est pas moi qui me l'ai dit le premier, c'est une fois un agent qui m'avait dit mais ERC ça veut dire éviter d'avoir recours à la compensation. Et je trouvais ça pas mal. Et donc c'est un peu notre leitmotiv, hein, c'est de considérer peut-être pas que c'est un échec évidemment qu'on n'ait plus, qu'on aille plus loin que l'évitement. Mais effectivement, dès qu'on est dans la réduction, ça devient compliqué. On sait très bien que ça fonctionne pas toujours, qu'il y a des problématiques techniques qui se posent. Et puis évidemment, la compensation, on l'a dit aussi, ça fonctionne très, très peu. Donc voilà, dans la plupart de nos avis, ça revient sans arrêt. C'est justifié que vous n'ayez pas pu éviter, etc. Alors un point important, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est que rien n'est possible, je dirais, rien n'est efficace sans une bonne planification en amont. Et en fait, l'enjeu numéro 1, et l'ARB travaille beaucoup là-dessus, et on a participé à des réflexions sur le sujet très intéressantes, c'est la prise en compte de la séquence ERC dans les documents de planification. Si on arrive à faire que, par exemple, dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les zones à enjeu, biodiversité, alors je mets l'agricole de côté, parce que le sujet agricole, c'est un peu un point aveugle pour nous, on pourrait y réfléchir, on y réfléchit même. Pour l'instant, on ne se positionne pas vraiment sur le champ, c'est le cas de le dire, agricole, peut-être sur la question de la qualité des sols, captation carbone, etc. Mais bon, on reste sur, on va dire, l'aspect biodiversité. Mais si déjà les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU permettent de conserver les corridors écologiques, de conserver un certain nombre d'aménités du territoire et d'essayer de refaire, je sais pas, la ville sur la ville, densifier, etc. Ben là, l'évitement, il va se traduire ensuite dans tout l'ensemble des projets derrière. Les zones commerciales, etc., seront peut-être un peu plus sur des zones anciennes que sur des zones nouvelles. Enfin, le projet sera beaucoup plus facile en termes d'acceptabilité environnementale, je dirais, ensuite. Quoi, vous écoutez dans la qualité des projets justement que vous analysez, vous avez vu des trajectoires plus positives ou finalement, pour le moment, vous avez le sentiment que ça stagne? Non, ça stagne. Alors, il y a effectivement quand même... Des améliorations. Alors, le gros des projets qu'on voit actuellement, pour rentrer dans le concret, c'est les parcs photovoltaïques. C'est quasiment la moitié. Je n'ai pas donné de chiffre tout à l'heure. On émet à peu près une centaine d'avis sur les projets. En 2022, une centaine d'avis sur les projets. Donc, un petit peu plus pour les plans programmes en 2022. Je n'ai pas parlé des décisions au cas par cas, qui est une grosse partie de notre travail. Je fais une petite parenthèse sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a une mission aussi en fonction de dossiers qui sont calés par rapport à des seuils de surface, de puissance, etc. pour les ENR. On est en charge aussi de les faire basculer en études d'impact ou pas en études d'impact, et pareil pour les plans programmes. Donc on les dispense d'études d'impact ou on les soumet à études d'impact. C'est un gros travail également, ce qui fait qu'ensuite, quand ils sont soumis à études d'impact, ils reviennent pour un avis formel de la MRE. Je ferme ma parenthèse. L'amélioration, effectivement, on le voit un petit peu, peut-être, mais c'est pas forcément nous qui sommes on est un peu au bout de la chaîne finalement, parce qu'on arrive au moment où le dossier il est ficelé. Donc l'évitement, c'est pour ça qu'on voit arriver. Quand on voit encore des projets de parcs photovoltaïques sur des espaces naturels ou forestiers, je considère que la séquence évitement elle a été mal justifiée et donc il y a eu un travail de filtre qui s'est pas fait. Alors je tiens à rendre notamment hommage au DDT qui anime les pôles ENR pour justement essayer de filtrer le plus de mauvais dossiers à l'amont. N'empêche qu'on en voit encore et on en voit beaucoup. On avait regardé les statistiques en 2019-2020, alors la 2020 est particulière, on ne les a pas remises à jour, il faudrait. De mémoire, on avait 30% des parcs photovoltaïques étaient sur des espaces naturels agricoles et forestiers, il y avait l'agricole également, hein, mais parcs photovoltaïques, 30%. Mais bon, on peut se dire, c'est pas énorme, mais c'est l'inverse. 30% étaient sur des espaces dégradés, il n'y avait pas naturels agricoles et forestiers. 30% dégradés, ok, en termes numériques. Par contre, ça représentait que 13% des surfaces. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'aller faire des grands aménagements sur des espaces d'un seul tenant, plats, agricoles ou de la garrigue, etc., que d'aller faire des petits parcs dans des endroits qui sont plus complexes parce qu'il y a tout un historique, etc. On le sait, c'est évident, mais n'empêche que parfois, on n'a pas l'impression que l'effort de réflexion amont ait été fait.
Et pour finir sur l'amélioration qu'on ait pu voir, je pense que malgré tout, pour en revenir sur la planification, on sent quand même une amélioration, une prise de conscience beaucoup plus forte ces derniers temps sur les plans locaux d'urbanisme, notamment parce que le ZAN, le zéro artificialisation nette, est passé par là et que les collectivités ont compris, même si le ZAN se prend des coups de boutoir réglementaires législatifs de plus en plus depuis un certain temps, n'empêche que ça a un peu évolué, fait évoluer les réflexions et qu'on arrive à avoir maintenant des dossiers de PLU peut-être un peu moins consommateurs, un peu plus raisonnables, avec donc moins d'impact sur les espaces naturels. Voilà. Merci. Plein de questions qui me viennent. J'en laisserai à la salle quand même. Sylvain, je vais vous laisser, te laisser compléter. Donc, comme je disais, le maritime de l'étape. Comment, au sein des activités de l'université, est pris en compte ce travail-là depuis des années, notamment avec tes thésards voilà, comment vous appréhendez ce sujet-là aujourd'hui au sein des équipes? Oui, alors déjà, merci pour l'organisation. Donc bravo à la RB pour la relance. Je vois que c'est un grand succès pour voir le nombre de personnes présentes et c'est à saluer parce que c'est pas évident. Moi qui organise séminaires, des colloques, je salue votre effort. Et puis c'est agréable de se retrouver, de se voir, voilà. C'est toujours le facteur humain est très important, il faut jamais le négliger. Donc par rapport à ta question sur la recherche, donc en France, il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur la séquence ERC, bien sûr des équipes d'écologues, mais également des économistes et des sociologues, géographie, aménagement, donc ce qui touche finalement au rapport entre l'homme et son environnement. Ces études, donc, pour la plupart, elles touchent finalement à des problématiques que vous avez tous rappelées, à savoir le besoin en évaluation, c'est-à-dire comment on peut quantifier des pertes, comment on quantifie des gains, puisque le moteur de RC, c'est quand même la compensation par équivalence. Donc si cette cum pensare pesée ensemble n'est pas équivalorée, elle n'a pas la même valeur, mécaniquement on comprend pourquoi certains maîtres d'ouvrage vont préférer compenser plutôt que de réduire ou bien sûr d'éviter, puisque si on oublie de comptabiliser des éléments fonctionnels, des éléments liés à l'habitat ou des espèces, alors espèces protégées ou ordinaires, pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est toutes les espèces qui constituent un écosystème, puisque une espèce protégée sans l'ensemble du cortège pour la soutenir, elle est vouée à disparaître. Donc bon, c'est une anomalie, on va dire, dans notre réglementation liée à Natura 2000, mais qui nous a bien rendu service, parce que grâce aux espèces protégées, on a pu faire avancer les recherches. Donc, comme je disais, si la séquence C d'évaluation est faible, toute la séquence hiérarchique en pâtit, puisqu'on va favoriser, et c'est ce que vous disiez, les SNC ont du mal à se développer. Évidemment, quand on va payer 50 000 € pour un hectare et 17 000 € pour le même hectare dans une compensation à la demande, ce sont les données qui datent un petit peu de 2015, mais on comprend, moi qui serais maître d'ouvrage, si je dois gérer mon budget, je vais préférer une compensation que je vais maîtriser en plus avec un bureau d'études plutôt qu'un SNC qui va anticiper, qui va offrir des garanties de durée, de suivi qui à mon avis sont bien meilleures que les compensations qui se font au cas par cas. Ensuite, au niveau des recherches, on travaille beaucoup avec le ministère, donc je suis ravi puisque tu travaillais avec Charlotte, donc Bigard qui a été un postdoc au sein du CGDD. Donc il y a beaucoup d'échanges entre les services centraux et la recherche pour essayer de faire monter finalement la qualité des travaux. Les derniers travaux menés à Montpellier, donc c'est Agnès Méchin qui est là en partenariat en test CIFRE avec le bureau d'études Ecomed, porté sur l'ergonomie des outils. Ça c'est un sujet très important qui nous a finalement qui est venu nous percuter au moment où on a fait une enquête sur le terrain auprès des DDTM, des bureaux d'études, des DREAL, qui nous disaient, mais nous, les guides du CGDD, ils nous servent à caler les bureaux. Parce que le niveau de compétence et d'expertise... non, mais on en a parlé tout à l'heure, voilà, on le sait. Est tel que c'est inapplicable. On n'en est pas là. Il faut revenir à des fondamentaux. Il faut nous proposer 5 jours de formation par an minimum. Il faut avoir la capacité de conserver les expertises. Quand un agent de réal, tous les 3 ans, va tourner pour des questions
voilà, ce système est comme ça. Comment on capitalise sur les connaissances ? L'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité socio-organisationnelle, c'est-à-dire les 3 piliers de l'ergonomie. Donc en gros, est-ce que c'est compréhensible par les utilisateurs ? Est-ce que le contenu est validé par la hiérarchie et par, on va dire, les personnes qui gravitent autour du projet ? Quand ces 2 éléments de base ne sont pas là, c'est pas la peine de faire un guide qui soit performant, puisqu'en fait, on ne sait pas qui va l'utiliser, dans quel cadre, avec quels moyens de temps, financier, de connaissances. Et ensuite, d'un point de vue, pour faire un petit bilan sur GeoMCE, donc la base que vous rappeliez tous les deux, à peu près 4000 mesures compensatoires qui sont enregistrées. On est en train de faire un travail, le Muséum d'histoire naturelle, sur... il y a eu déjà 2 travaux de réaliser sur qu'est-ce qu'on peut retirer de 50 ans de mesures compensatoires. Alors, même si toutes les mesures compensatoires n'ont pas encore été mises en ligne sur le site GeoMCE, ce qu'on voit, pour vous donner quelques données, pour donner envie de lire quand même les articles, même s'ils sont en anglais, sur 4000 mesures, il y a une seule mesure d'un milieu marin, par exemple. Voilà, ça nous a surpris. Sur les mesures compensatoires, on voit une certaine atonie des spécificités, c'est-à-dire que pour des compensations qui exigeraient des milieux, on va dire, rares ou spécifiques, lorsqu'il y a des dérogations pour espèces protégées, par exemple, on se rend compte que c'est finalement pratiquement toujours les mêmes profils de terrain. L'analyse qu'on en fait, mais il faudrait qu'on fasse des enquêtes de terrain, ce serait que pour les collectivités locales, il y a plus de facilité à proposer des terrains standards que des terrains complexes pour eux, parce qu'ils n'auraient pas la maîtrise foncière, par exemple. Autre donnée qui pourrait être intéressante et pertinente à vous soumettre, c'est cette idée de big cities, big impact, c'est-à-dire il y a une espèce de non-justice compensatoire, c'est-à-dire ce sont les villes riches et avec des gros dynamismes de consommation d'espace qui vont compenser dans des zones rurales avec des niveaux socio-économiques plus faibles et priver les acteurs de ces zones rurales de terrain pour, par exemple, de l'agricole ou pour du développement économique. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit et qu'on commence maintenant à travailler avec le CGDD pour justement renforcer la bonne application de RC, non seulement du point de vue environnemental, mais également social et économique. Du coup, tu nous dis, voilà, vous travaillez avec le CGDD, tu as le sentiment qu'on a une bonne opérationnalité en fait, du lien entre les travaux de recherche et l'application, le lien, que ce soit effectivement avec les services instructeurs ou pour le coup même aussi les opérateurs qui peuvent se saisir de vos productions. Oui, alors... Ça, le bon transfert des travaux de recherche, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est... Si c'est tout en anglais, c'est pas toujours facile. Oui, et puis... Si vous voulez... moi, ce qui me semble, c'est que finalement, en France, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais comme dans le reste du monde. ERC, pour moi, ça me donne un peu l'impression, et puis même la lutte contre le climat, la biodiversité, essayer de planter un platane en plein désert. C'est-à-dire... c'est très compliqué d'avoir des objectifs de développement économique qui vont permettre d'élire des décideurs au niveau national. Moi, j'ai jamais entendu un décideur parler de l'état de la biodiversité, du nombre de mesures compensatoires qui ont atteint une équivalence écologique. Par contre, je les ai beaucoup entendus parler d'économie, de chômage, de paupérisation, qui est important humainement, bien sûr. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie prise de conscience, comme le disait M. Grégory en introduction. L'enjeu, là, il n'est pas au niveau de la planète ou même de la biodiversité. Elle va s'en sortir. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est un enjeu humain. Et donc, si nous, on n'est pas capable de mettre... Je vous donne des ordres d'idées qui peuvent faire sourire, mais mettre autant d'argent sur la construction d'un parc éolien que... sur la vérification de son impact écologique, quelque part, on n'est pas encore au niveau. Voilà, si on a, 100 millions d'euros pour un barreau routier, il faudrait c'est idiot de dire faudrait, bien sûr, j'en conçois, et bien sûr, toutes les limites de mon propos seraient critiquables, mais il me paraîtrait logique qu'il y ait 100 millions d'euros d'investis sur l'ingénierie écologique, sur la réflexion dans un cadre. Sinon, on ne peut pas y arriver. Avec des moyens qui sont inférieurs à 1% du coût des projets sur les volets éviter, réduire, compenser, avec une étude d'impact qui arrive
au stade de l'avant-projet sommaire, dans le meilleur des cas, souvent définitif, c'est-à-dire ni les phases d'opportunité, ni les phases de faisabilité, ni les phases d'avant-projet. C'est pas possible. Du coup, à vous écouter sur notamment pour les travaux de thèse qui arrivent, sur le volet plutôt sociaux, justement, il y a des choses qui arrivent sur ces sujets-là, parce qu'on sent la problématique de prise de conscience, de formation, d'accompagnement, mais aussi sociaux, pour la prise en compte, notamment dans toute la chaîne d'ailleurs, des élus dans la planification, aux citoyens dans leur acceptation de ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui s'activent auprès de vos étudiants là-dessus Toi, tu voyais ça au CPIE, effectivement, et ça c'est très intéressant. Nos étudiants, en tout cas à l'université Paul Valéry, sont hyper éco-anxieux. Ça c'est un phénomène... Moi, quand je fais dans les amphis, je sais pas, quand j'ai 150, 200 étudiants en licence première année, que je demande qui a envie d'avoir des enfants, alors la question n'est pas aussi frontale si vous voulez, mais en lien avec la démographie. Mais la majorité des jeunes me disent « mais je ne vais pas les mettre dans une planète de merde ». C'est-à-dire, vous nous laissez un monde pourri avec votre approche de l'aménagement des... Moi, je donne des cours en aménagement des territoires et mon cours s'appelle « Aménager en ménageant la nature ». Donc, je vends un peu des salades au début, mais il faut bien appâter le client quelque part et puis avoir une vision responsable. Donc, toute la première partie du cours, c'est sur les données, les chiffres clés, puisqu'on ne peut pas être responsable si on ne voit pas les faits. Une fois qu'on a acté ces faits, il y a deux options. Soit on dit c'est foutu, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire à quoi bon ? Et donc, je suis mollement, mais je fais un burn-out, mais je n'ai pas de sens dans ma vie, je n'ai pas d'ambition en termes de quelle est ma mission sur Terre, quelque part. C'est important. Quand on a des jeunes, le but, c'est pas de gagner sa vie, de se lever le matin à 9h, de se coucher à 18h pendant 40 ans de sa vie, et puis une fois à la retraite, de faire 2 voyages à Bali, et puis de clamser en disant la vie, c'est ça. Mais non, on n'en est plus là. Non, mais pour te répondre, effectivement, on en est à, mais quel est le sens de l'espèce humaine ? C'est d'être responsable de son environnement. Il est évident depuis... Et nous, on l'a perdu pour des sens qui sont des météorites, j'espère, dans notre histoire, depuis une 50aine d'années, sur un système qui est libéral, ultra-capitalistique et qui nie justement notre responsabilité. Donc les cours qu'on a en humanité écologique, qui sont maintenant une obligation au niveau national, depuis le rapport Jean Jouzel, amènent ces réflexions. Et pour finir sur les étudiants, donc éco-anxieux, on se rend compte aussi du manque de prise en compte de la dimension sensible, émotionnelle, que nos travaux entraînent chez les gens. Ça fait peur. Ils n'ont pas les moyens de réfléchir. Donc l'autre option face au déni, évidemment, c'est d'acter, c'est-à-dire oui, c'est. Et à partir de cette position de dire c'est, de pouvoir être créatif et de pouvoir réfléchir à ce platane dans le désert. C'est-à-dire le désert, c'est l'environnement qui n'est pas porteur aujourd'hui sur des questions environnementales, qui est plutôt pro-économique, pro un développement, mais pourquoi ? Pour quel objectif ? De le remettre, ce platane, dans un environnement où il serait accueilli, où il y aurait donc une prise plus importante pour ces problématiques. Donc ERC, je dirais que c'est vraiment le diamant qui révèle l'ensemble d'un tableau qui est pour l'instant peu porteur, mais justement, c'est là où il faut être créatif, il faut user de pédagogie, d'explication, de guide, de réflexion, et les travaux de la CRERCO, je pense, vont dans ce sens. Avec le rôle de nous lancer, du coup, tous ces jeunes sur la route du changement. Est-ce qu'on va peut-être passer un petit peu à des questions avec la salle ? Donc, je vous demanderai de vous présenter avant de poser votre question. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Sylvain Matteux de la DDTM du Gard. J'ai fait partie des personnes qui ont commencé à travailler sur ces sujets il y a une quinzaine d'années. Je voudrais saluer le rôle très important des scientifiques qui peuvent nous apporter un regard à la fois technique et relativement indépendant. Je voudrais d'abord dire que quand on a commencé à travailler à 10-15 ans sur ces sujets-là, pourquoi on y a travaillé ? Parce qu'il y avait des projets, parce qu'il y avait des impacts, et aussi parce que la séquence ERC, l'évitement n'existait pas, la réduction n'existait pas, la compensation n'existait pas. À l'époque, sur les plus grands projets en France, il y avait des rapports qui montraient que
même lorsque, dans les études d'impact de l'époque, pour les plus grands projets, donc je ne parle même pas des projets communs, il y avait des études très très moyennes et dans le meilleur des cas, il y avait des compensations proposées qui n'étaient pas mises en œuvre au 10e. On s'est interrogé, nous, sur la manière de faire dans les années 2007 et 2008, par exemple, avec la LGV Nîmes-Montpellier. Donc, à l'époque, le système la prise de conscience des services de l'État était de dire il faut le faire, il faut éviter, il faut réduire, il faut compenser, et puis surtout, quel est le sens des projets? Parce qu'en fait, c'était ça, et la réglementation espace protégé avait un petit plus par rapport à d'autres réglementations qui appellent à justifier le sens du projet. Quand on instruit un défrichement, on n'a pas à savoir, pour savoir si c'est un parc solaire ou je ne sais quoi derrière, on instruit un défrichement. Bon, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui je partage tout à fait les constats qui ont été posés dans l'introduction, la séquence ERC, d'abord, malgré tout, un progrès et n'était qu'une marche, effectivement, et tout ce qui a été mis en place depuis, notamment la réflexion technique, les méthodologies, les guides, etc., ce n'était que des éléments d'une recette. Mais une recette ne fait pas une bonne cuisine. Il faut avoir plus que ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on a effectivement établi des guides, y compris au niveau de la loi, qui nous a apporté, par rapport à ce qui préexistait, à apporter des plus. La loi d'aujourd'hui, je me permets de le dire en tant que citoyen sur ce sujet, elle est déjà obsolète. Elle est déjà, dans ses principes, elle est vertueuse, mais dans les exigences qu'elle pose, pour les maîtres d'ouvrage comme les services de l'État, par exemple, elle est déjà dans sa pratique presque obsolète. Donc réfléchissons, c'est notre quotidien, hein, c'est notre travail quotidien, on s'inscrit, nous, services de l'État, dans le respect de la loi, on essaye d'accompagner les projets et en même temps de faire que certains puissent voir le jour dans des bonnes conditions, que d'autres n'ont peut-être pas raison d'être aussi. On essaye de faire ça dans le respect des lois, mais il faudrait voir que quand on demande une compensation légitimement du point de vue juridique et technique, qu'est-ce qu'on peut proposer d'efficace, de pertinent? Pourquoi on veut compenser? Et ça, je veux dire qu'il faut aussi se questionner quand on analyse un impact aujourd'hui. Les bureaux d'études le font maintenant depuis 10 ans. Moi, je lis les études d'impact, j'en ai lu des centaines et des centaines. Tout le monde s'est adapté au système. Tout le monde analyse des impacts qu'il qualifie de faibles, de forts, de moyens. Je dis toujours au bureau d'études, ça, ces choses-là, moi, ne m'intéressent pas vraiment. Par contre, en gros, est-ce qu'on autorise le projet ou pas? Et si on l'autorise, selon quelles conditions et selon quelles compensations? Pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans? Mais je dois imposer des compensations pour un projet de 5, de 6 hectares pour compenser 3, 4 hectares? C'est ce que là, je vous donne un exemple d'hier tout simplement. Qui, dans les services de l'État, dans 30 ans, dans 40 ans, ou à l'OFB, va aller contrôler une compensation de 3 hectares pour aller planter un bois de chêne en plein Gard, alors qu'on a des forêts qui ne cessent de progresser. Donc je veux dire aussi que le travail des scientifiques et des organismes qui travaillent au niveau des plus hauts niveaux services de l'État, c'est de regarder les choses autrement comme nous on l'a fait il y a 15 ans. On l'a fait il y a 15 ans d'une certaine manière par rapport à une situation donnée. Aujourd'hui, on doit se projeter à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, quelle sera effectivement la vie sur ces territoires. Donc il nous faut aujourd'hui dans la CRARCO, évidemment, répondre à des questions simples qui peuvent se poser au quotidien, mais faire beaucoup plus que ça et aider à prendre conscience qu'il faut travailler autrement. Quand on est face à un mur, on ne cherche pas à prendre son marteau et à démonter le mur. Il faut trouver une autre solution. Alors moi, je voudrais vous encourager, puisque vous réamorcez la CRARCO, à se dire qu'il nous faut donner du sens à notre action. ERC, ce n'est pas une politique en soi, c'est juste un outil qui avait premièrement le mérite de dire quel est le sens du projet pour la collectivité, quel est le sens de ce projet dans toute sa dimension, quels sont aussi ses effets sur l'environnement, sur la biodiversité, c'est mon travail, mais sur l'agriculture, sur l'humain tout simplement. Et donc, une fois qu'on a dit ça, comment on entend aussi essayer de restaurer la biodiversité qui effectivement s'effondre, mais posons-nous aussi les questions sur quels sont les constats qu'on fait en termes de perte de biodiversité dans notre département, dans nos régions.
Des stratégies politiques, c'est une chose. Il nous faut faire aussi des stratégies techniques, je dirais, et pas réfléchir au cas par cas, au coup par coup. Et même si mon voisin s'intéresse beaucoup à SNC, je ne suis pas un partisan des SNC telles qu'elles existent aujourd'hui. Je pense qu'on peut travailler les choses autrement, en regardant les choses autrement. Quand on entend restaurer la biodiversité avec différentes politiques, Natura 2000 par exemple, etc., la dimension scientifique est très importante et pourtant, malheureusement, on n'a pas forcément eu tout cet appui qui doivent nous aider, nous, l'ensemble des techniciens, quel soit notre rôle, à donner du sens à ce qu'on fait. Ah oui, c'est ce que disait... moi, quand je veux faire compenser la perte de 10 ou 20 hectares d'habitat pour l'outard dans la Costière nimoise, mais finalement, c'est quoi le sens je lui ai demandé. De ça à long terme? Je vise quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour préserver les espaces? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Je passe mes week-ends à aller voir des espaces qui ont un grand intérêt biologique, mais qui sont en voie... Je vais laisser la parole. Oui, je suis désolée. Vous voyez que je commence à faire le geste de en rester parce que vous êtes nombreux et j'aimerais qu'il y ait quelques prises de questions. Il y a des espaces qui méritent qu'on s'y intéresse et au quotidien, on passe du temps sur des compensations qui n'ont sans doute pas grand intérêt. Donc comment on fait pour changer ça? Merci. Pardon. On ne va pas s'ennuyer à la Crèreco, je pense. Ça, c'est sûr. Alors, toujours à la même consigne, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Bruno Veillet de la LPO Occitanie. Ça fait pas 15 ans, ça fait pas 50 non plus que je travaille dans le domaine de l'environnement, ça fait 34-35, des projets de compensation, j'en ai vu. J'en ai vu des dizaines, des centaines, j'en ai vu. J'ai vu des compensations complètement irréalisables, des compensations alibi, des compensations sans intérêt, des compensations non suivies. Et je peux pas dire que c'est sur 34-35 ans, il n'y a pas eu des progrès. Il y en a eu. On a avancé. Mais on a avancé à une vitesse qui est très insuffisante au regard des enjeux qu'on a face à nous. Alors, je vais avoir quelques propos critiques et polémiques, vous m'en excuserez par avance, mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est que si l'État, alors l'État c'est vague, j'en ai conscience, l'État, du sommet de l'État jusqu'à ses déclinaisons dans les services sur les territoires, mais si l'État n'est pas lui-même exemplaire dans ce domaine-là, exemplaire dans ses pouvoirs régaliens, exemplaire dans ses qualités de pilote ou de maître d'ouvrage, on n'avancera pas. On n'avancera pas assez vite. Et c'est là que je suis assez critique. Quand je vois, par exemple, je donne un seul exemple, la manière dont on instruit les projets de développement de l'éolien en mer aujourd'hui. On nous parle aujourd'hui de réunions prochainement pour définir des zonages, alors qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas les retours sur toutes les études en cours actuellement. Eh ben je suis pas très optimiste au final sur les avancées qu'on va pouvoir faire dans ce domaine, et c'est à ce titre-là que je suis critique. Alors il faut pas que tous les fonctionnaires ici se sentent pointés du doigt. J'ai bien conscience, comme l'a dit Monsieur Dantan, qu'au sein même de la DREAL, il y a plusieurs sensibilités, surtout depuis la fusion des DIREN et des DRIR. Ça, j'en ai conscience. Je sais que le travail des fonctionnaires d'État sur le territoire n'est pas facile, mais voilà, cette notion d'exemplarité de l'État, à mon avis, elle est fondamentale. On pourra faire autant de séminaires, de commissions Théodule ou pas qu'on voudra, associer autant de partenaires qu'on voudra, tant que l'État ne donnera pas l'exemple, on n'avancera pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on a des remarques, peut-être des questions. Bonjour, les deux. Hélène Fabrega, donc je suis animatrice d'un SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'ESMOSON étampes-palavasien, qui est porté par une structure animatrice qui est le PTB-LES, établissement public territorial de bassin. Je suis désolée pour tous ces acronymes, on commence bien la journée, mais j'en ai eu quelques-uns quand même déjà ce matin. Oui, on en a eu pas mal déjà. C'est pas mal. Donc moi je voulais juste faire un témoignage et poser aussi une question à la communauté aujourd'hui et aux décideurs aussi qui sont là dans la salle. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE l'ESMOSON, on a établi en fait une stratégie globale de restauration des milieux aquatiques, donc des principaux, axé quand même sur les principaux cours d'eau, donc le fleuve Lez pour ceux qui connaissent, Mosson et ses principaux affluents. Et on a convenu avec certains services de l'État, mais j'ai envie de dire techniciens des services, qui travaillent régulièrement avec le PTB,
donc notamment l'OFB, la DDTM, l'ADREAL, qu'il serait intéressant de positionner effectivement les futures mesures compensatoires sur la mise en œuvre de cette stratégie globale de restauration des milieux, sur lequel aujourd'hui nous avons une responsabilité, une obligation d'agir vis-à-vis de la direction cadre sur l'eau, et qui permettra aussi à nos territoires d'être beaucoup plus résilients face au changement climatique et face aux risques aussi inondations. Donc tout ça, c'est acté, j'ai envie de dire, par les techniciens, par l'ensemble des institutionnels autour de notre bassin versant. Mais aujourd'hui, on a une difficulté à faire passer ces prescriptions et on va dire, cette focalisation des mesures compensatoires sur ce programme d'action au travers des autorisations à plusieurs niveaux. Déjà, on a parlé de l'exemplarité des services de l'État, mais il y a aussi une exemplarité des collectivités territoriales aujourd'hui aussi, à porter des projets exemplaires. Aujourd'hui, nous, dans le cadre du SAGE, on donne des avis. Il faut savoir qu'il y a encore certains dossiers qu'on ne voit pas passer au niveau de l'OPTB ou de la clé du SAGE, parce qu'il y a une urgence à aménager le territoire et que parfois la séquence ERC, ce n'est pas la priorité même des collectivités territoriales ou des services de l'État. Alors aujourd'hui, je me mets un peu en avant, je parle de ma parole de technicienne. Effectivement, pour nous aujourd'hui, et j'ai été plutôt rassurée qu'on ait un peu cette vision partagée que la séquence ERC ne fonctionne pas, autant quand elle est demandée dans son application, mais souvent parce qu'elle n'est pas non plus demandée par les services instructeurs même. Et du coup, la question aussi de l'OFB tout à l'heure sur comment sont retranscrits aussi les avis notamment nous des sages dans les arrêtés qui prescrivent en fait des demandes notamment en évitement. Réduction, j'en parle moins parce que c'est vrai que c'est plus difficile à évaluer et à contrôler, mais l'évitement c'est assez pour nous simple, et la compensation, effectivement, la mise en œuvre des compensations avant la réalisation des projets. Si vous en connaissez, je suis preneuse aussi de retour d'expérience parce que c'est plutôt aujourd'hui on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la compensation. Donc à notre échelle de bassin versant aujourd'hui, on a cet outil-là. Et on demande vraiment l'appui des personnes présentes aujourd'hui et de la communauté sur comment effectivement orienter les mesures compensatoires sur des stratégies qui sont validées collectivement, sur lesquelles effectivement on a cette pertinence qui a été partagée. On a des chiffrages, on a des localisations très précises de ce qu'on pourrait faire. Et voilà, on a besoin aujourd'hui de l'ensemble des institutions pour appuyer dans cette direction-là, et notamment on a parlé de l'additionnalité, de la mutualisation. Voilà, on a encore du travail à faire là-dessus, je pense, et je donne une bille aussi à la communauté là-dessus. Est-ce qu'avant la prochaine question, l'un de vous veut répondre, Monsieur Grégory? On peut lui amener un micro peut-être? Oui, je vais répondre à deux points qui ont été évoqués dans les questions de la salle, notamment sur la question des décideurs ou de l'exemplarité de l'État. Et puis je poserai une question aussi au monde de la recherche. Il a capturé le micro. Non mais très vite. D'abord, je crois que pour notre communauté fonctionne, il y a deux écueils que je vous invite à éviter. Sinon, ça ne marchera pas. D'abord, sur ce sujet, et c'est un des facteurs qui fait que ça ne fonctionne pas dans le diagnostic posé, le sujet est très politique, au sens sociétal du terme. Et j'ai entendu dans quelques expressions, y compris d'un fonctionnaire qui a le droit de réserve, mais qui s'exprime en tant que citoyen et en tant que fonctionnaire. Vous avez cité le sujet plus global du capitalisme. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce que le fait même que ce sujet soit politique nous empêche de construire un schéma d'action. Nous avons évidemment, et c'est tout à fait logique dans la diversité de notre Assemblée, des sensibilités différentes, des points de vue politiques différents. Et le fait
souvent pour nous, fonctionnaires, en charge de la mise en œuvre de ces politiques environnementales, d'être taxés de militants, freinent notre action, voire même la portée de notre propos vis-à-vis des décideurs. Donc vraiment, aujourd'hui, vous êtes réunis ici, qualité, parce que vous êtes scientifiques, fonctionnaires, instructeurs, aménageurs, pas en tant que citoyens. C'est normal qu'on ait des expressions citoyennes, voilà. Mais il y a d'autres enceintes. Et vraiment, un des écueils d'ailleurs dans l'efficacité de ce qu'on porte en termes de prise de décision, c'est cette confusion des rôles. Je porte une politique publique sur la prévention des risques naturels. Quand je m'exprime, je suis nécessairement qualifié de technicien, d'expert. Cette dimension, elle peut être aussi faire obstacle à un projet, à un développement économique, etc. Mais ma parole porte valeur d'expertise. Ici, on a une petite confusion des rôles qui est un mélange des genres qui fait que, en tant que tel, ça fragilise même le propos que nous portons. Donc, entre nous, il faut vraiment qu'on se positionne dans des rôles qui sont qualité, même si par ailleurs, évidemment, nous avons des convictions. Ce n'est pas un débat de citoyens. Ça, c'est vraiment une petite attention par rapport aux propos exprimés dans l'efficacité même de notre débat collectif. De la production. Deuxième élément, on a opposé aussi décideurs et techniciens. L'État exemplaire. Oui, l'État n'est pas exemplaire dans ses projets. Je le vois bien, dès qu'il faut sortir une prison, alors, le terrain tout de suite, machin. La région, dans ses lycées, tartine aussi, pas des bons endroits. Mais enfin, on n'est pas exemplaire. Les institutions ne sont pas exemplaires. Nous, à titre citoyen, on n'est pas exemplaire. Hein, quand on jette son mégot, voilà, quand on a un chat qui mange je ne sais pas combien de reptiles tous les jours. Voilà. Donc la notion de responsabilité, qu'elle soit individuelle et collective, est une notion complexe. Et du coup, c'est ma question. Je pense qu'il ne faut pas opposer les décideurs, les citoyens. On n'est pas sur un sujet de bien et de mal, où il y aurait des catégories d'acteurs qui voudraient bien faire et des catégories d'acteurs qui voudraient mal faire. Je pense que, voilà, en résumant les acteurs dans leur catégorie, évidemment, on se trompe. Je pense que l'État essaie de bien faire et l'État fait des projets nullissimes, comme bien d'autres acteurs. Et pourquoi il le fait ? Pourquoi il le fait ? C'est pas par manque de prise de conscience écologique. Elle anime, je crois aujourd'hui, plus qu'à bien des époques, beaucoup des débats de nature politique. C'est parce qu'il s'oppose à un autre concept. Nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Et cette nécessité aujourd'hui de pouvoir répondre à la surpopulation carcérale, qui nous oblige à construire à toute vitesse des prisons, cette nécessité de pouvoir se développer ou de trouver dans son projet une utilité immédiate et nécessaire. Elle s'inscrit dans une temporalité, la temporalité politique. Un maire, il a un mandat de 5 ans et tous les citoyens que nous sommes demandent aux politiques d'agir, et d'agir vite, pas d'agir dans 30 ans, d'agir tout de suite. Et c'est vrai que la notion même de ce que nous espérons, qui est une planification anticipée, qui est, avant de choisir le terrain, d'avoir fait toutes les études d'impact nécessaires, mais au projet, par construction, une inertie qui est évidemment contraire à cet enjeu qui est la rapidité de l'action publique. Je pense que ça, c'est un des vrais sujets qui permet de comprendre aussi le fait que les décideurs, les pouvoirs publics, font mal, tout simplement. Alors pas dans une notion de bien et de mal. Et je serais très intéressé que le monde de la recherche s'intéresse justement à la construction même de la décision, parce que c'est des sujets c'est des mécanismes qui nous font comprendre pour pouvoir agir. Il ne suffit pas de dire il faut faire des études d'impact pour choisir le meilleur terrain et de mettre de l'inertie dans le système pour qu'on soit efficace. Voilà ma réflexion. Désolé, un petit recadrage de nos débats et des réponses aussi sur ces sujets d'opposition entre intention et action. Je vais peut-être laisser Sylvain, si tu veux rebondir sur la question. C'était aussi le sens de ma question sur le côté social, en fait, socio. C'était aussi cette appréhension du politique. Oui, c'est toujours la question de l'engagement, c'est-à-dire, et en science, on y est énormément confronté, c'est-à-dire, notamment en sociologie, ce qui a donné lieu à la phénoménologie, donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut séparer le sujet de ma propre personnalité ? Et avec le terme de personnalité, accepter sous l'angle
d'une personne agissant dans une société. C'est-à-dire, les sociologues, ils ont essayé, Bourdieu, ils n'ont pas réussi. Et la conclusion, c'est que l'école française, qui essayait justement de séparer le technique, finalement, de rester complètement neutre par rapport au sujet, c'est un échec. Et d'ailleurs, c'est passionnant ce que vous révélez là, à travers cette notion de responsabilité, parce que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire il faut savoir à quelle échelle on agit et à quel moment on agit à cette échelle. Donc l'échelle sur laquelle on est là, enfin en géographie on appelle ça l'échelle, mais c'est finalement qu'est-ce qu'il est juste de dire pour faire avancer dans l'arène de débat dans laquelle je suis, au moment où je suis, et avoir une utilité en termes de mission. Donc, à quelle mission je représente? Et les propos que j'apportais, moi, en fait, j'ai fait des changements d'échelle. Je suis passé d'une échelle de GeoMCE, donc très technique, pour regarder l'intérêt de cet outil qui n'est pas à remettre en cause et qui est bon. On progresse, effectivement. Sylvain Matteux l'a rappelé, c'est Anne Pariente qui avait lancé la CRERCO, finalement, au temps de l'ADREAL. On partait de là, c'est-à-dire concrètement, quels sont les faits? Et à partir de ces faits, comment on avance? Et ensuite, on dézoome, c'est-à-dire, mais on peut être critique sur l'utilisation de RC, sur les outils, etc. Mais il faut également regarder dans quel cadre on agit, en termes de gouvernance. Et cette notion de gouvernance, elle est très étudiée justement pour regarder quelles sont les distorsions, quelles sont par exemple, la significativité des impacts. Aujourd'hui, il y a eu alors c'est pas un secret, mais il y a eu un très gros débat en 2016, au moment de la loi RBNP, sur est-ce qu'on enlève le seuil de significativité en disant que si on veut faire un pas de perte nette, comme son nom l'indique, zéro impact, c'est zéro impact. Donc dès qu'on perd un brin d'herbe, un scarabée ou une espèce protégée, je n'ai pas à l'esprit actuellement, mais bon, un herbier de Posidonie, voilà, une feuille de Posidonie, il y a compensation. Et ça a été un débat. Moi, j'ai assisté à ça avec Frédéric Miard, donc les collègues de mon voisin. Et en fait, ça a créé un pataquès en termes juridiques, parce que les services de l'État, justement, donc l'expertise juridique au sein du CGDD, qui est d'ailleurs transversale, elle n'est pas unique au CGD, ils ont conclu que, mais en fait, c'est pas possible, parce qu'en termes de jurisprudence, en termes de rattrapage de projets en cours, c'était trop. Et pourtant, en termes de signal, ça collait avec les objectifs de la DEB, donc de la direction eau et biodiversité, ou de l'évaluation. Donc oui, j'assiste à ce que vous décrivez, effectivement, et je comprends votre propos, c'est-à-dire dans quel périmètre on se situe et sur quoi on veut travailler. Ça, c'est effectivement ma méthode de travail pour avancer. Mais après, l'échange dans lequel nous étions là, je me suis permis de dézoomer, de changer d'échelle pour justement rappeler que même si on peut se désespérer de la vitesse ou de l'application, il y a également des phénomènes qui nous dépassent pas, justement, qui sont liés à la gouvernance mondiale, européenne, nationale, qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'était les priorités que j'ai décrites très vite. On n'est pas dans un séminaire, effectivement, j'aurais dû prendre le temps de repositionner chacun de ces éléments, politiques, techniques, technocratiques, si je veux être critique, mais et effectivement, de l'impact au niveau des territoires. Je l'ignore pas, en tout cas. Merci. Alors, une réponse courte, parce que je voudrais prendre une dernière question qui attend depuis longtemps. On prend la dernière question et vous pourrez rebondir dessus, du coup. Oui. Oh, vas-y, ça a l'air de fonctionner. Oui, bonjour, donc Fabien Lépine du Seine-Occitanie. Moi, j'avais une observation qui derrière va amener une question, et je pense que finalement, tous les trois, à travers les différentes fonctions que vous avez, vous pourriez amener une partie de la réponse. Une observation qui est aussi un constat par rapport à ce que l'on met en œuvre. Il me semble qu'une des problématiques, c'est que finalement, c'est le terme même de biodiversité. C'est qu'aujourd'hui, dans la séquence ERC telle qu'on le traite, on a beaucoup une approche espèce, à travers une réglementation qui est tournée notamment sur les espèces protégées. Sauf que si on regarde qu'est-ce que la biodiversité, notamment telle qu'elle a été définie en 92 Rio de Janeiro par l'ensemble des Nations Unies, c'est la diversité spécifique, intraspécifique, mais aussi les interactions entre ces différents éléments. Et donc ça renvoie à la notion d'écosystème, de service écosystémique et de fonction écologique. Aujourd'hui, il me semble qu'un des écueils, que ce soit à toutes les étapes, à la fois au niveau de l'instruction en amont, mais y compris dans la compensation, où on a une approche qui est très espèce centrée et encore sur une toute
petite partie de la niche écologique qui est très souvent que l'habitat, et on oublie les chaînes trophiques, c'est les animaux en question, ils se nourrissent, voilà. Comment finalement aujourd'hui on peut mieux appréhender ces pertes de fonction écologique et que ça questionne aussi les chaînes de valeur. Enfin, c'est des travaux de l'OCDE et de l'IPBES. Alors, c'est des travaux qui peuvent être contestés, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle les services rendus par la nature à l'homme, c'est le terme international pour désigner. On sait que c'est l'équivalent à peu près d'1,5 fois le PIB mondial. Service rendu à la nature, gratuit, pas supporté par l'économie réelle. Et on sait qu'aujourd'hui, le niveau de dégradation des écosystèmes, c'est un Covid par an. Voilà, c'est un Covid par an. On rentre dans une période de récession qui va probablement, etc. Bon, on peut se poser la question des effets de tout ça. Comment ça s'est appréhendé en amont? C'est-à-dire que oui, on mesure l'impact d'un projet sur la pollution de l'air, etc. Mais aussi la destruction des milieux, c'est autant de capacités auto-épuratoires qui ne seront plus faites, etc. et qui viennent s'accumuler aux impacts réels du projet en tant que tel, quoi. Voilà. Donc comment on appréhende ça et comment on peut s'améliorer là-dessus? Désolée, je tiens le timing. Raphaël, à vous. En effet, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, en fait, donc on dit qu'il faut compenser toute la biodiversité, mais en pratique, on a en effet 2 portes d'entrée, qui est donc les espèces protégées et puis la réglementation zone humide. Et en fait, on est bloqué dedans, puisque même si dans le cadre de l'évaluation environnementale, il faudrait faire de l'ERC sur toutes les thématiques, ce qui en fait vraiment pèse à la fin, c'est là où l'ERC est vraiment réglementé. Et on a du mal à dépasser ça. Alors aujourd'hui, la prochaine action qui est inscrite dans la SNB, Stratégie nationale biodiversité 2030, ça serait de travailler sur les sols. Et le problème, donc l'INRAP travaille beaucoup là-dessus actuellement, c'est quel état de référence on prend et comment on compense les sols. Ça sera une étape qui sera nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante, parce que là, on va rentrer dans toujours le plus d'indicateurs. On ne peut pas compenser toute la biodiversité ordinaire, puisqu'on ne peut pas le faire, en fait. Donc, l'ERC, c'est un outil qui va se concentrer sur des aspects de la biodiversité. C'est pour ça qu'on critique aussi souvent la compensation en disant « Ah, mais regardez, les surfaces artificialisées diminuent. » Oui, mais on calcule des gains écologiques, on ne calcule pas des surfaces. Et c'est pour ça qu'on a espoir qu'on améliore la compensation sur certains aspects de la biodiversité en s'appuyant sur des espèces parapluies qui permettent d'être des bons indicateurs. Et à côté de ça, il faudrait une bonne politique sur l'artificialisation des sols, car on sait que là, on va embarquer aussi beaucoup de choses où on n'aurait pas d'indicateurs. Et tout ça, il faut garder en tête qu'on est encore dans des indicateurs, on est dans de la norme. Et ce que disait quasiment tout le monde, il faut aussi redonner du sens au-delà de normer, donner des indicateurs. Aujourd'hui, la compensation fait pas forcément sens quand on applique tout ce qu'on a écrit sur les questions d'additionnalité. Il vaut mieux presque faire des petites compensations au cas par cas qui vont être difficiles à suivre 30 ans après, plutôt que essayer de mutualiser avec des actions publiques. Donc on doit vraiment revenir sur l'additionnalité administrative. Et puis l'ERC, telle qu'on l'a écrite, on dit que les guides servent à caler les bureaux. On voit quand même dans les études d'impact souvent que les bureaux d'études ont quand même repris les méthodes des guides, mais là où on n'y arrive pas, en effet, on revient au début, c'est la justification de la variante du projet. Et là, on a beau écrire des guides sur l'ERC, en fait, il faut revenir aussi à la réflexion même. On a écrit des bonnes recettes, et les gens ne savent plus pourquoi ils cuisinent, en effet. Donc, et à raison, on a écrit des recettes, puisque il y a dès 1976, quand l'ERC est introduite dans la loi, on a des études d'impact où on voit déjà des bonnes choses. On avait déjà des bonnes choses, en fait, il y a très longtemps, mais il y avait aussi de très mauvaises choses. Donc aujourd'hui, on a en effet harmonisé, on a peut-être trop harmonisé, mais on a déjà atteint un niveau moyen, et pour passer au niveau suivant, il faut redonner du sens, il faut reprendre du recul. Donc, essayer de mieux compenser d'autres choses que la biodiversité protégée et les zones humides, mais à côté de ça, aussi prendre du recul. Et donc là, c'est plus de la sensibilisation, et que les maîtres d'ouvrage aussi comprennent que c'est pas juste des indicateurs. Enfin, je cible pas que les maîtres d'ouvrage, c'est tout le monde en fait. C'est que dans les études d'impact, parce que nous, en tant qu'autorité environnementale, on lit aussi beaucoup d'études d'impact, on est à la fois des bonnes méthodes qui sont appliquées, et puis en amont, une bonne réflexion, plus qu'une réflexion sur les indicateurs en eux-mêmes. Merci beaucoup, Raphaël Forger. Écoutez, je vais libérer notre première table ronde et remercier nos intervenants encore une fois. Vous aurez l'occasion d'échanger avec eux